Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, qui est une émission que vous retrouvez ici sur YouTube tous les jours de la semaine, et je vous y parle de développement, que ce soit avec des actus, des outils et parfois même des infos plus ou moins réjouissantes, on va dire. Et d'ailleurs, si on donne un petit coup d'œil dans le programme du jour, on va voir qu'Amazon s'est fait épingler pour ses dark patterns, mais aussi que Google abandonne des projets open source, ou encore qu'il pourrait bien y avoir une sorte de GitHub Copilot-like dans Xcode. Mais avant de regarder tout ça, on va plonger très exactement 16 ans en arrière pour remonter au 29 juin de 2007, et c'était tout simplement la sortie d'une révolution comme l'appelaient les guignols, à savoir le tout premier iPhone. Et en tant que tel, il avait été présenté en janvier, mais il fallait se montrer particulièrement patient pour en acheter, sachant qu'il ne coûtait à l'époque que 500 $ pour sa version 4 Go, mais attention, c'était avec un contrat de 2 ans chez AT&T. D'ailleurs, cette première version d'iPhone, elle n'avait aucune application et simplement des widgets web, car c'est uniquement à partir de la V2 que l'App Store a fait son apparition. Bon, allez, c'est bien gentil tout ça, et finalement on verra si le Vision Pro il est à la hauteur des iPhones, mais en tout cas on referme déjà cette page pour revenir en 2023 et pour commencer enfin ce Dev Café. On commence par une info qui sera utile pour ceux qui font déjà ou veulent se mettre à faire du Kotlin, et je sais pas si vous le savez, mais depuis votre navigateur, vous pouvez tout à fait coder en Kotlin grâce à ce qu'on appelle le Kotlin Play. Et en parallèle de ça, vous aviez dû entendre que Kotlin se mettait à du WebAssembly, et là je pense que vous comprenez là où je veux en venir, et puisque tout simplement le Kotlin Play, il utilise maintenant du WebAssembly. Et concrètement, ça devrait pas changer la manière dont le code s'exécute, en tout cas ce que je veux dire c'est de manière extérieure, mais bon, qui dit WebAssembly devrait logiquement signifier des meilleures performances, et l'avantage c'est que vous n'avez absolument rien à faire puisque vous allez juste sur play.kotlinlang.org et le tour est joué, mais malgré tout, si vous rencontrez quelques bugs, vous pouvez toujours retourner vers la version JS. On poursuit avec deux mises à jour de framework pour concevoir des applications, et le premier étant .NET et s'appelle Avalonia, et pour la peine c'est loin d'être un petit nouveau dans le domaine car il est principalement connu pour faire du cross-platform sur le desktop. Et je dois avouer que j'avais vraiment pris du retard, mais leur version 11 elle est désormais en release candidate et elle rattrape son retard en supportant les deux plateformes mobiles et aussi le web avec du WebAssembly, voire même de l'embarquer comme le Raspberry Pi. Mais mis à part ça, il y a eu un gros travail en interne sur toute la gestion du texte, et d'ailleurs à parler de texte et d'écriture en général, les langues asiatiques comme le chinois ou le japonais fonctionneront bien mieux désormais. D'ailleurs, ça me permet de vous dire qu'ici on a un bel exemple de ce qu'on appelle les biais, puisqu'on sait en fait que ça marche avec notre alphabet, donc forcément ça devrait marcher de partout, et bien non, on en a l'exemple. Mais je referme très vite cette parenthèse car il y a aussi des améliorations sur l'accessibilité, les tests automatisés, les thèmes et un boost de performance. Et donc si vous vous demandiez si ce genre de framework est viable, et bien je pense qu'avec une dizaine de versions en compteur, on peut quand même dire que c'est pas le dernier né. Mais bon, le choix peut tout de même être cornélien car il faut dire qu'en .NET ce sont pas les solutions qui manquent comme par exemple .NET MAUI, Uno et donc cette Avalonia. Et bon, malgré tout, j'hésiterai pas à vous dire quand la version stable elle débarquera. On continue dans le même genre d'outil, mais cette fois-ci avec un langage un peu plus trendy on va dire, à savoir du Rust, mais en réalité pas que, et je vais vous expliquer. Mais avant toute chose, il s'agit de ESLint, et je vous avais déjà évoqué la 1.0 il y a 3 mois, et donc là maintenant on a une 1.1. Et pour rappel, l'idée de ESLint c'est de faire du cross-platform comme on l'avait vu auparavant, mais surtout de cibler des terminaux avec très peu de puissance, puisqu'il donne l'exemple d'un microcontrôleur avec 300 kilo-octets de RAM. Et dans les use cases qu'ils mettent en avant, c'est presque plutôt pour de l'industrie que vraiment des apps grand public, mais comme on dit, l'un n'empêche pas l'autre. Et concrètement, il y a bien du Rust dedans, mais en réalité, le framework il offre des API. En gros, ESLint c'est un toolkit qui a son propre langage et il y a des API qui ont été faites autour en Rust, JS et C++ pour éviter de faire du ESLint pur et dur. Ça réduit donc la courbe d'apprentissage et ça permet aussi d'unifier la base de code, donc dit autrement, ça ressemble quand même beaucoup à ce que du Qt ou du JTK peuvent faire. Et tout ça pour en venir à la version 1.1 qui gère mieux les traductions, supporte la deuxième version de Fluent qui est le design system de Microsoft, ou encore il y a l'arrivée de l'OpenGL et AccessKit pour la partie accessibilité. Mais surtout, un gros changement intervient sur la licence puisqu'il y avait des débats dessus, et sur la V1, on avait soit du GPL v3, soit une licence commerciale pour ceux qui voulaient avoir un support amélioré. Et désormais, il y a une licence royalty free qui permet à n'importe qui de sortir des applications sans pour autant être contraint par le GPL v3. Allez, on change un peu, voire même beaucoup de sujets, et hier je vous parlais que JetBrains allait intégrer de l'IA dans ses IDE, et Microsoft est aussi plutôt bon dans le domaine avec GitHub Copilot. Par contre, un gros fail pour le moment, ça reste l'Android Studio Bot que Google a conçu, mais bon, on va dire que c'est une preview pour le moment. Mais bon, dans cette histoire, on entend toujours parler des mêmes et jamais d'Apple par exemple. Et d'ailleurs, à la WWDC, ils n'ont jamais prononcé le mot d'IA, mais plutôt de machine learning. Et à ce propos, un brevet a été déposé par Apple qui met Xcode dans la danse. Et plus précisément, si je vous traduis le nom du brevet, c'est Intégration de modèles d'apprentissage dans un système de développement logiciel.
Et l'idée qui en ressort, c'est d'utiliser du machine learning pour améliorer l'autocomplétion et la vérification syntaxique et surtout potentiellement générer du code. Et dans l'approche du brevet, c'est totalement agnostique en termes de langage puisqu'il évoque par exemple et logiquement du Swift et de l'Objective-C, mais aussi du C++, du Python et du Java. Et plus précisément dans l'implémentation, il est question de routines qui seraient facilement modifiables pour finalement guider les réponses renvoyées et finalement avoir des réponses personnalisées. Et l'idée de ce brevet, c'est bien d'aider les développeurs avec du machine learning, mais vu qu'ils ont aussi Swift Playground qui est une sorte de no-code pour faire des applis, on pourrait imaginer que ça soit un petit peu la suite. Bon alors on pourrait aussi envisager qu'Apple remplace toutes les applis par du contenu généré, mais bon ça je pense que c'est quand même du fantasme. Bref, quand on dit qu'Apple est à la traîne dans le domaine, il faudrait peut-être plutôt dire qu'il faut se méfier de Lockheed. Et voilà pour cette première salve d'infos, et maintenant on fait une petite pause avec les actus en bref. Une petite info pour commencer, puisque le site du W3C s'est offert un lifting après tout de même 3 années de travail. Mais il faut dire qu'en la matière, le site doit être irréprochable typiquement sur l'accessibilité. Après avoir annoncé vouloir racheter Quant, ce n'était pas totalement effectif jusqu'à présent, et a priori le retour sur le POC dont je vous avais parlé est concluant. Par conséquent, Octave Klaba détient désormais la société tout en étant épaulé à la fois par son frère Miro et par la Caisse des dépôts. Par ailleurs, l'entité nommée Symphonium qui sera derrière tout ça détiendra également les 100% de la société Shadow. On continue et la pose de la fibre optique est un peu chaotique selon les villes en France et l'ARCEP a décidé de taper du poing sur la table en passant par le name and shame. Désormais, toutes les sociétés qui seront à l'origine de malfaçons seront connues de tous et ce, normalement dès le mois de juillet. En poursuite, vous aviez peut-être utilisé par le passé le site Gearbest. Mais suite à des prestations plus que douteuses, le site avait fermé à l'été 2021. Mais quelques mois plus tard, il renaissait tel un nouveau-né, mais personne n'a été dupe car le site met définitivement la clé sous la porte en 2023. Et on va terminer par une bonne nouvelle pour tous ceux qui détestent repasser leurs habits. En effet, le porte-parole du Parti Pirate a fait le parallèle entre la consommation d'un fer à repasser et celui d'un serveur de streaming de type Netflix. Il en ressort que 20 minutes de repassage équivaut à l'envoi de 260 000 flux de vidéos dans le même temps. Faut-il donc avoir des affaires avec des plis désormais? Eh bien, je vous laisse plancher là-dessus. On poursuit et comme vous le savez, je suis développeur en Flutter et une critique que je peux faire au framework, c'est au niveau de la communauté où clairement il y a un vrai problème avec le support au long terme des packages. Et comme vous le savez, Flutter c'est Google et un problème un peu similaire se passe du côté du langage Go, et en l'occurrence, un framework pour moquer était officiellement proposé par Google, mais depuis quelques heures, le repo il est marqué comme archivé car plus maintenu. Et au détour d'une pull request, on peut lire qu'un contributeur est un peu blasé par la situation, et je vous le traduis. J'abandonne. Pour être honnête, je suis assez déçu de la façon dont ce dépôt est géré. Je suis parfaitement ok pour qu'une de mes PR soit rejetée, mais être totalement ignoré pendant 16 mois, ce n'est vraiment pas agréable. Je me serais attendu à un flux de travail différent dans un dépôt officiel. Et c'est tout le problème d'un projet open source au final, où on n'a pas la garantie que le mainteneur y tienne dans le temps, mais malgré tout, on s'attend ici quand même que Google soit un peu plus sérieux, car je crois qu'ils sont premier ou deuxième en termes de contenu open source publié sur GitHub, mais bon voilà, en tout cas, ce framework il est fini. Allez, on continue avec une info comme quoi même les plus grands font des erreurs, et en l'occurrence ça concerne l'application Amazon sur iOS. Et à l'intérieur il y a une fonction Lens qui permet de prendre en photo un produit et de le chercher ensuite. Il y a un bug que je peux vous confirmer où l'appareil photo n'est tout simplement pas fermé en quittant l'écran, ce qui fait que l'indicateur il reste bien allumé tant qu'on quitte pas l'application. Bon, c'est clairement pas un énorme bug, mais c'est pour quand même dire que même les plus grands font des erreurs. Et d'ailleurs, à évoquer des erreurs et Amazon, c'est parfois même voulu car la FTC aux États-Unis vient de poursuivre Amazon pour ses dark patterns sur la manière de se désabonner à Prime, et vous voyez ici le nombre d'étapes nécessaires. Bref, on va voir ce que ça va donner, mais potentiellement il pourrait y avoir des amendes et forcément des correctifs à faire. On continue, je vous avais déjà expliqué que le gouvernement français travaillait sur une loi pour bien s'assurer que les enfants n'aillent pas sur les sites pour les adultes, mais après avoir passé quelques temps à l'Assemblée nationale, le texte revu et corrigé va arriver au Sénat pour là aussi être potentiellement modifié. Mais juste avant de voir les éventuelles modifications, ce sera l'Arcom qui devra se charger de faire respecter la loi tout en s'assurant bien sûr que la vie privée soit respectée. Et autant vous dire que les sites vont vite se mettre au pli car côté sanctions ça peut monter jusqu'à 2% du chiffre d'affaires mondial. Mais comme vous le savez, la justice peut être lente et dans ce cas, si l'Arcom détecte que malgré les demandes, un site ne se met pas au diapason, les amendes elles grimperont cette fois-ci à 6% du chiffre d'affaires mondial, accompagné d'un blocage des sites par les FAI, voire même sur Bing et Google. Et comme vous pouvez voir, le cadre juridique est déjà pas mal contraignant, mais des sénateurs voudraient aller plus loin. Et quand par exemple une sénatrice qui voudrait bloquer au niveau des fournisseurs de DNS pour s'assurer qu'on ne puisse rien contourner. Il y en a une autre qui voudrait que ce soit au niveau des fabricants que ce soit mis en place, et d'ailleurs je vous avais dit qu'un certain site qui commence par un P et qui se termine par Hub demandait de l'aide à Microsoft, Google et Apple pour que ce soit plutôt des solutions embarquées dans les OS, plutôt finalement que d'avoir des implémentations par pays. Et il y a même d'autres sénateurs comme un écologiste qui pense à l'environnement et qui voudrait prendre en compte l'empreinte environnementale. Car certains voudraient mettre en place de la blockchain, mais on sait que selon les technos, la consommation elle peut être plus ou moins élevée.
Bref, vous voyez que nos amis les sénateurs sont plutôt imaginatifs, car pour rappel, les quelques exemples que je vous ai donnés, ce sont que des projets qui doivent encore être votés, et malgré tout, il est probable que la loi évolue encore, d'autant qu'il y aura le fameux ping-pong, vous savez, entre le Sénat d'un côté et l'Assemblée de l'autre, avant qu'il y ait un vote final. Donc bon, l'imagination de nos sénateurs n'a pas fini d'être mise à rude épreuve. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir en ce 29 juin, et peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous ont ressorti des tiroirs leur premier iPhone, ou alors pas du tout. Mais en tout cas, j'espère que le petit résumé de l'actu que je vous ai fait vous aura plu, et auquel cas, un petit like est toujours le bienvenu. Et allez, d'ailleurs, en ce moment, j'ai pas d'annonce particulière à vous faire, alors on va s'arrêter tout simplement ici, et je vous donne tout simplement rendez-vous demain, même heure et même endroit, parce que vous connaissez désormais la petite formule, et je vous souhaite forcément une belle journée.